Jean-Dominique Merchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, expert des questions de défense. Vous publiez notamment dans l'Opinion. Vous avez également publié l'an dernier « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» chez Robert Laffont. Jean-Dominique Merchet, Vladimir Poutine a appelé les soldats ukrainiens de la région de Koursk à déposer les armes. Il leur a dit ça vendredi. A-t-il de bonnes raisons aujourd'hui de s'estimer en position de force? Oui, il est en position de force. D'abord d'un point de vue militaire, parce que son armée est en train effectivement de reprendre la région, ce secteur de Koursk que les Ukrainiens avaient réussi à conquérir au mois d'août dernier. Et puis il est en position de force politique avec Donald Trump qui veut absolument trouver un accord pour terminer cette guerre. Vladimir Poutine a changé Donald Trump a changé les paramètres du débat. Jusqu'à présent, on était dans est-ce que vous êtes pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre la Russie. Cette fois-ci, le débat se pose de manière différente. Est-ce que vous êtes pour la paix ou pour la poursuite de la guerre? Et ça, c'est un grand point qu'a marqué Donald Trump. Alors, Donald Trump, justement, vous en parlez, et Vladimir Poutine vont se parler demain au téléphone. J'imagine que les questions militaires et stratégiques seront au menu de la discussion? Oui, bien sûr, mais peut-être encore plus que ça, parce que le projet de Vladimir Poutine, c'est de parler d'égal à égal avec les Américains, avec Donald Trump en l'occurrence, mais avec les États-Unis. Et ils vont sans doute évidemment parler d'abord et avant tout de l'Ukraine, mais pas seulement, parce que les Russes rêvent d'être de nouveau l'un des deux grands, d'être réhabilités par Washington comme étant. Donc, il pourrait avoir une discussion qui va peut-être porter aussi sur des aspects économiques, sur des crises régionales, l'Iran, etc., peut-être la Chine même, on n'en sait rien. En tout cas, c'est le début d'un processus. Demain, ce sera clairement l'Ukraine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'engager. On ne sait pas où ça ira, mais effectivement, les choses sont en train de bouger. Est-ce que Poutine a un cahier de doléances, notamment militaire, évidemment pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN, mais est-ce qu'il va parler de désarmement? Ouais. Est-ce que il faut démilitariser la frontière entre l'Ukraine et la Russie, ce qui à mon avis n'est pas l'hypothèse la plus probable? Alors les projets de la Russie, les projets de Vladimir Poutine sont toujours les mêmes, il n'en a pas changé pour l'instant. Effectivement, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, elle est réglée. Les Américains, avant même l'élection de Trump, ont dit non. Et les Allemands disent non aussi. Donc cette affaire est réglée. La question qui va se poser, c'est celle de quelle militarisation, quelle démilitarisation de l'Ukraine. L'Ukraine ne veut pas se démilitariser. Elle sait que si les combats s'arrêtent, ce n'est pas la paix pour l'instant, ce sera une paix armée. Et en tout cas, il faudra continuer à se protéger contre d'éventuelles agressions russes. Et donc, toute la question, ça va être tournée autour de ça. Est-ce que l'Ukraine reste un pays militarisé, avec une armée forte, soutenue par les Occidentaux, ou pas? Donc évidemment, les Russes font pression pour que ce soit le plus démilitarisé possible, et les Occidentaux, notamment les Européens, voudraient conserver une Ukraine militarisée, voire avec des troupes européennes en Ukraine. On en est loin, mais on verra ce que ça donnera. L'autre question, c'est celle de l'avenir personnel de Volodymyr Zelensky, du président ukrainien. Les Russes ne le reconnaissent pas, disent qu'il n'a pas été réélu, etc. Les Américains sont un peu aussi sur cette ligne, donc on verra comment les choses se passeront autour de ça. Vous évoquez la position des Européens et leur éventuel soutien. Ce week-end, Emmanuel Macron a encore évoqué la possibilité d'envoyer des troupes de maintien de la paix. Ça plaît pas du tout à Vladimir Poutine, et il y a eu des échanges là-dessus assez frais. Pourquoi Emmanuel Macron s'accroche à cette idée d'envoyer des troupes sur place avec les Anglais, alors soit pour s'entraîner, soit pour maintenir la paix? Si c'est à la demande de l'Ukraine, c'est toujours assez enrobé, cette proposition. Le but de la France et des Européens, c'est d'être autour de la table, de pouvoir participer, ne serait-ce que sur un strapontin, parce que pour l'instant, les Européens ne sont pas du tout autour de la table de discussion. Ils n'ont pas été à Riyad, n'ont pas été à Jeddah, ils n'ont pas été à Istanbul, et ils ne seront pas demain dans la discussion entre les Américains et les Russes. Et donc, tout ce qui peut
mettre les Européens autour de la table, d'où par exemple cette proposition d'envoyer des troupes. Alors l'année dernière, il s'agissait d'envoyer des troupes pour aider l'armée ukrainienne à se battre. Là, ce serait pour aider les Ukrainiens à dissuader la Russie, etc. On ne sait pas bien, en fait. Tout ça reste flou. La seule chose dont veulent les Européens, c'est d'être présents autour de la table. Et ils n'y sont pas. Donc, il y a un forcing qui est fait avec des propositions qui vont un peu dans tous les sens. Pour l'instant, ça ne débouche pas, mais c'est une manière de rester présent comme les plans disant on va donner 40 000. Cette semaine, il y a un Conseil européen, on va envisager 40 milliards, je crois, d'aide à l'Ukraine, etc. Donc c'est une manière de rester dans le jeu. Jean-Dominique Merchet, jeudi, la Commission européenne publiera un livre blanc sur la défense européenne. Elle précisera comment la financer. Aujourd'hui, sans l'OTAN, il n'y a pas de défense européenne. Non. Alors, il y a une ambiguïté sur ce terme de défense européenne. Est-ce que c'est la défense de l'Europe ? Si c'est la défense de l'Europe, c'est clairement l'OTAN qui assure la défense de l'Europe. Est-ce que c'est la politique que mène l'Union européenne, avec la Commission européenne ou le Conseil européen sur la défense? Ça, c'est toujours... Mais ça reste très modeste, quoi qu'il en soit. Donc la défense de l'Europe, c'est assuré essentiellement, encore aujourd'hui, par l'OTAN. Et puis, il y a, c'est vrai, des efforts, mais qui portent surtout sur le domaine de l'industrie européenne, menés par l'Union européenne comme institution. Mais on voit bien que, là encore, les choses bougent. On voit les Britanniques de plus en plus engagés sur ces questions, alors qu'il y a eu le Brexit. Donc, quand on parle de défense européenne, aujourd'hui, on n'imagine pas une défense européenne sans les Britanniques, alors qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne. Donc, on voit... Voilà, les plaques tectoniques sont en train de bouger. Il y aurait même le Canada, le nouveau Premier ministre canadien est en visite en France. On découvre à cette occasion, et notamment en lisant l'opinion auquel vous collaborez très régulièrement, la dépendance technologique énorme, dangereuse presque, des États européens à la technologie américaine. Le Canada en est à se demander s'il va continuer à acheter des avions américains F-35, parce que quand ils sont en vol, en position offensive, c'est encore l'Amérique qui peut contrôler des choses à bord d'avions mobilisés par le Canada. Alors, techniquement, c'est un tout petit peu différent. Il faut comprendre, un F-35, un avion de combat de 5e génération, c'est un ordinateur très puissant qui vole, avec un pilote là au milieu. Et cet ordinateur, il est comme nos téléphones portables, il a besoin de mises à jour très fréquentes. Et si vous ne faites pas les mises à jour, il fonctionne de moins en moins bien, et à un moment, il fonctionne plus du tout. Les mises à jour, le logiciel de mise à jour, il est aux États-Unis. Ça vaut pour les entreprises aussi dans leur logiciel de comptabilité. Absolument, absolument. Donc c'est ça. Sauf pour les F-35 que les Américains ont vendus aux Israéliens. Les Israéliens ont dit, pas question, nous aurons notre indépendance, et ils ont leur indépendance technologique. Comment sortir de cette dépendance, justement, qui divise les Européens? Parce que quand Emmanuel Macron leur parle de défense européenne, de relancer l'industrie de l'armement européenne, et la France est très bien placée à ce niveau-là, donc on y croit, mais la moitié des États européens qui s'approvisionnent en matériel américain disent « mais pourquoi je changerais mes habitudes ?» Là, il y a un hiatus. On peut dire défense européenne, mais si on continue à acheter le matériel américain, il y a un problème. Alors, pourquoi les gens achètent du matériel américain? D'abord parce que ils ont envie de garder les États-Unis à bord en Europe, et qu'ils se disent si les États-Unis sont engagés commercialement, militairement, à nos côtés, ils resteront dans notre défense, ils assureront notre défense. Ce sont quand même les Américains qui assurent la défense de l'Europe avec leur dissuasion nucléaire, parce que à part la France et la Grande-Bretagne dans un autre contexte, aucun pays européen ne dispose d'armement nucléaire. Donc ils sont obligés de s'en remettre à l'armement nucléaire d'un autre, en l'occurrence des Américains, peut-être demain des Français ou des Britanniques, ça fait partie des discussions. Mais pour conserver cette assurance vie, elle a un prix. Le prix, c'est d'acheter du matériel américain. Donc si demain, ces mêmes gens disent on arrête d'acheter américain, est-ce que la conséquence, ça n'amplifie pas
l'abandon de l'Europe par les États-Unis? C'est la question qu'il se pose. C'est une question extrêmement sérieuse. Et donc c'est une question sérieuse, mais en même temps il y a une vraie cohérence, puisque les Américains, depuis un certain nombre d'années, et Trump l'a dit, mais il n'est pas tout seul, il dit il faut que les Européens participent financièrement davantage à leur défense. Il faut qu'ils dépensent plus, mais y compris dépenser plus pour acheter du matériel américain. Ah bah oui, c'est ça qui nous piège. Il y a un débat sur le service national qui revient. Ce débat est-il strictement politique, permettant à Emmanuel Macron de rester dans le jeu, ou en fait, faut-il avoir ce débat aujourd'hui ? Écoutez, je pense qu'il est d'abord politique. Vous avez raison de le souligner. Je pense qu'il y a une idée. Emmanuel Macron tourne autour de cette idée depuis sa campagne de 2017. Il avait envie de rétablir une forme de service national obligatoire, de service militaire. Il voit que ce n'est pas possible. Il l'a dit ce week-end à la presse régionale en disant on ne peut pas rétablir le service national, le service militaire obligatoire tel qu'il existait. Donc il y a cette idée de service national universel, un truc qui est pas très bien, on comprend pas très bien à quoi ça sert et comment ça marche. Alors il le reconnaît lui-même puisqu'il dit on va redéfinir tout ça. Non, l'enjeu c'est sans doute aujourd'hui plus autour des réserves, c'est-à-dire il y aurait une armée professionnelle, celle que nous avons depuis 30 ans, et à côté de cette armée professionnelle à temps complet, il y aurait une armée professionnelle à temps partiel qui viendrait renforcer l'armée professionnelle. Ça peut marcher. Les Américains fonctionnent avec ce système. La gendarmerie nationale en France fonctionne avec un système comme ça. Ça peut marcher. Ça demande beaucoup d'efforts, y compris de l'institution militaire, pour se remettre un peu en cause et accepter que les réservistes, qui seraient des volontaires, puissent avoir toute leur place dans le fonctionnement des armées. Jean-Dominique Merchet, dernière question. Le Parisien aujourd'hui en France titre aujourd'hui « Sommes-nous prêts ? Cyberguerre ». Ça rappelle le titre de votre livre d'ailleurs, « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» Parce que la menace aujourd'hui, c'est pas nécessairement les chars soviétiques à Strasbourg. Hein. La menace, c'est peut-être des attaques virales, de l'espionnage. Il y en a tous les jours. La manipulation des scrutins, la désinformation, l'intox qui viendrait de l'Est. Est-ce que vous estimez qu'on est assez prêt sur ce front-là? En matière de cyberdéfense, je pense qu'on n'est pas les plus mauvais au monde. Oui, je pense qu'on est assez près. Il y a des agences, l'ANSSI, qui fait le travail. Je pense qu'elle fait bien le travail. Pour les grandes structures, on voit que les plus menacées, c'est par exemple des entreprises, les PME ou les entreprises de taille intermédiaire sont sans doute plus vulnérables que les gros systèmes, les grandes entreprises qui, elles, ont quand même à peu près pris en compte ce chose. On a vu des problèmes dans les hôpitaux aussi, mais ça a sensibilisé les gens. Donc je pense oui honnêtement, je pense qu'on n'est pas trop mauvais. Jean-Dominique Merchet, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique ce matin. Je rappelle le titre de cet ouvrage, « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» C'est paru chez Robert Laffont. À bientôt. À bientôt. Merci. À suivre le point sur l'info avec Charles Bonner, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du jour, le philosophe Luc Ferry.